Bonjour tout le monde, ici Mélina, votre animatrice du balado Les Voix de la réhabilitation produit par l'ASRSQ. Aujourd'hui, on a enregistré un épisode très touchant, très impactant sur la justice réparatrice. Donc, on était en compagnie de Manon qui travaille pour le CSJR, Centre de services de justice réparatrice, et de Aki qui est venu nous parler de son témoignage, qui a fait une démarche en justice réparatrice. Elle nous a parlé de son témoignage très percutant, touchant. Puis d'ailleurs, là, je veux juste faire un petit trigger warning, donc un trauma-avertissement. On a abordé des sujets sur les violences sexuelles à qui a été victime d'un viol. Donc, écoutez avec précaution. Puis on va mettre des ressources là à la fin de l'épisode avec aussi les liens pour pouvoir en apprendre un petit peu plus sur tant le service de justice réparatrice que sur Aki qui est venu nous parler de son témoignage. Alors, bonne écoute, puis à bientôt. Bon, ben on est parti. OK. Vous allez bien? Oui? Ouais, super. Ben écoutez, pour cet épisode-là, ben, je vais commencer par vous demander de vous présenter là, chacune, qu'est-ce que vous faites dans la vie, qu'est-ce que vous représentez, de quoi vous venez nous parler. Alors, Manon, si tu veux commencer. Oui, alors bonjour, moi je m'appelle Manon, puis je suis agente de développement de services à la communauté au sein du CSJR, donc c'est les sigles pour Centre de services de justice réparatrice, qui est un organisme à but non lucratif et qui a cœur de créer des espaces de justice réparatrice, des rencontres de justice réparatrice. Et c'est ça fait depuis 1 an que je suis au sein de cet organisme. Et c'est ça, je suis heureuse de pouvoir participer à changer un petit peu et à créer la société dans laquelle moi-même j'ai envie de vivre et dans une société un peu plus à l'écoute, résiliente et c'est ça, et de dialogue. OK, super. Et toi? Je m'appelle Aki. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Je suis invalide. Alors, qu'est-ce que je fais? Je vis. Je suis sur un chemin, moi, de guérison depuis une quarantaine d'années. Puis, ce que je fais de mes journées, je m'intéresse beaucoup au flou législatif dans notre société concernant, entre autres, les victimes et aussi les personnes en position de vulnérabilité, parce que j'en suis une, et j'en suis une depuis longtemps. Donc, je me suis développée à travers le temps un grand intérêt pour ça. Mais sinon, je suis présente pour beaucoup de gens dans la vie. Fait que c'est ce que je fais de mon temps, moi. Je me transforme et j'essaie d'apporter mon aide à tout le monde que je croise ou qui m'entoure. Mm-hmm. De parce que tu as vécu, tu dis que tu es invalide, tu as vécu des choses, on va pouvoir rentrer. Oui, c'est ça. Oui, je suis invalide dû à un crime, dû à un viol. Ouais. OK. Fait que si on met un petit peu plus les gens en contexte aujourd'hui, donc en fait, à qui tu as participé à une démarche auprès du CSJR, Centre de justice réparatrice. Donc, est-ce que une des deux ou les deux, vous pouvez me parler un petit peu plus de c'est quoi la justice réparatrice? Oui. Moi, je vais placer un peu plus, on va dire, la théorie, si on veut. Ouais. Donc, la justice réparatrice, dans le fond, c'est de créer des espaces de dialogue. Donc, il y a des principes de base qui sont communes à des démarches de justice réparatrice. Donc, il y a plusieurs démarches de justice réparatrice, mais il y a des principes de base. Comme, par exemple, ce qu'on veut, donc, c'est créer des espaces de dialogue entre une personne qui a été victime d'un crime et une personne qui a été auteur d'un crime. Ce qu'on veut, on s'attache à ce que, par exemple, la personne auteur se responsabilise dans les crimes qu'il ou elle a commis. On veut aussi que la personne victime, elle se déresponsabilise et elle s'autonomise aussi dans son processus de guérison et de réparation. On veut aussi que la démarche, elle soit sur une base volontaire. Personne n'est obligé de faire une démarche de justice réparatrice, ça c'est extrêmement important. Également, un autre principe, c'est que on estime que la personne, elle est une personne humaine avant tout, avant d'être une personne victime et avant d'être une personne
offenseur, criminel. Donc voilà, ça c'est des principes de base. Donc ensuite, dans la justice réparatrice, il y a différents organismes. Puis nous, au sein du CSJR, on organise des rencontres de justice réparatrice en crime apparenté. C'est-à-dire qu'une personne victime va rencontrer un agresseur qui a commis le même type de crime dont il ou elle a été victime, mais pas son agresseur direct. Et ça a certaines... je ne vais pas dire vertu, mais certains avantages, dans le cas où, par exemple, l'auteur, il se responsabilise pas, donc l'auteur du crime ne reconnaît pas que c'est lui qui a commis le crime. Dans ce cas-là, on ne peut pas faire de la justice réparatrice en crime direct. Donc là, en crime apparenté, ça peut être utile. Aussi, ça peut être utile dans le cas où l'un ou l'autre, que ce soit la personne victime ou la personne auteur du crime, est décédée ou géographiquement, ils ne sont pas au même endroit. Enfin bon, aussi quand la personne victime n'est pas prête pour faire rencontrer son agresseur direct. Donc voilà, là c'est pour mettre un peu plus le tableau et donc après on pourra rentrer dans les détails de qu'est-ce que c'est qu'une rencontre de justice réparatrice au sein de notre organisme, plus concrètement, parce que là on reste encore dans le at large, là, mais je sais pas si tu veux que... Fait que dans le fond, c'est pour permettre, justement, tu dis si une personne qui n'a pas reconnu ses actes, etc., c'est pour permettre à la personne victime de quand même pouvoir passer au processus de justice réparatrice avec une autre personne qui a commis ce même délit-là, mais qui a fait un processus plus de reconnaissance. Exactement. Okay. Puis ça peut être aussi le cas où, par exemple, la personne victime, c'est peut-être le premier pas pour peut-être éventuellement après rencontrer son agresseur direct. Mm-hmm. Ça peut être le premier pas d'aller voir j'allais dire un homologue comme Aki dit comme terme, mais c'est ça, quelqu'un qui n'est pas direct. Ça peut être le premier pas. Déjà, ça peut être moins confrontant et du coup, on peut faire des rencontres un peu plus longues et plus nombreuses. Mm-hmm. Donc, il y a ça qui est aussi, qui peut être aussi un avantage à faire cette démarche en crime apparenté. OK. Puis là, toi, Aki, comment t'as entendu parler de ça, puis que t'as voulu t'intéresser, t'as voulu faire un processus en tant que victime, comme t'as nommé, là, d'une agression sexuelle, d'un viol. Comment est-ce que t'es arrivé au processus de vouloir faire affaire avec ça a été un crise de long cheminement là, pour arriver à ça, parce que moi, je grandis dans un milieu où il y a déjà beaucoup de crimes qui se passent. Là, il y a de la violence familiale, il y a de la violence sexuelle. Puis je vais vivre rapidement, jeune, de la violence juridique. C'est-à-dire que les crimes à la maison ne seront pas reconnus, puis bon, etc. On recule là, loin en arrière, là, 1980. Puis après ça... Fait que moi, je vais me bâtir d'une façon, je te dirais, plus violente que victime. OK. Parce que moi, je me dis, il n'y en a pas un tabarnak, qui va me toucher, qui va m'avoir. Ça. Et quand je grandis, donc, moi, je ne suis pas encore dans un espace de faire... je ne suis pas dans l'espace de vouloir aller vers de la paisibilité puis de la justice réparatrice, là, tu sais. J'ai des idoles, tu sais, comme Gandhi, mettons, là, qui me disent, tu sais, il y a ce chemin-là qui existe, puis j'honore ça, mais moi, je me sens pas du tout ce type de personne-là. Puis, je vais subir un viol, donc, en 88, j'ai 17 ans, un ami que je connais depuis 2 mois, et je vais me battre avec, tu sais. Je suis dans une position de guerrière, puis je vais sortir de là avec énormément de blessures osseuses et tout ça. Et là, non plus, je suis pas dans un espace du tout de guérison, je suis plus dans un espace de vengeance, là, tu sais, clairement, là. Puis en fait, je vais regretter longtemps, moi, d'avoir appelé la police, tu sais. Je vais me dire longtemps que j'aurais dû me faire justice moi-même, faire ma gueule, tu sais. Ah ouais. Ouais, puis la justice va me donner raison. Okay. Je vais vivre un procès complètement dégueulasse pendant 3 ans, là, tu sais. Et c'est donc le viol est en 88. Le procès, moi, je l'accuse. Et donc, on passe 3 ans en procès. Il va gagner. Donc, en 91, moi, je perds la tête, là. C'est trop. Et là, ça va me prendre 2 ans avant de retrouver pied. Fait que là, on est rendu en 93. Puis là,
je vais tranquillement me reconstruire jusqu'en 99, où je vais voir un film avec Sean Penn et Susan Sarandon qui s'appelle The Dead Man Walking. En français, c'est La dernière marche. Et c'est l'histoire d'une sœur, d'une religieuse, qui est mandatée pour aller en dedans, accompagner un délinquant, un criminel, là, un agresseur sexuel, parce qu'il est dans le couloir de la mort. Et donc, elle est mandatée pour aller l'accompagner, tu sais. Mm-hmm. Puis elle arrive là, puis elle a zéro fucking empathie, puis on n'en a pas nous autres non plus, là, tu sais. Mm-hmm. Puis en fait, le gars va s'ouvrir tranquillement. Puis à la fin, elle est assise, elle, dans une salle, puis elle dit « Je vais être les seuls yeux, tu sais, je vais avoir là, un regard d'amour sur toi. » Tu sais, fait que lui, il dit « Tu vas être la seule, tu sais, qui va avoir ce regard-là sur moi. » Tous les autres, en fait, tu sais, c'est les parents des victimes et tout ça. Fait qu'ils sont enragés après le gars, avec raison, tu sais. Et donc, à ma grande surprise, quand le film termine, je pleure. Je suis émue. Puis je suis impressionnée par elle, tu sais, qui a réussi à développer cette empathie. Puis Sean Penn va réussir à me faire développer cette empathie pour le criminel qu'il représente, tu sais. Par contre... Parce qu'il parle de son histoire? Il parle de son histoire, mais il n'y a pas tant une histoire... Ben, tu sais, il y a une histoire de pauvre, là, puis de vie de misère, là, quand il est enfant, mais... Il y a vraiment un espace, je te dirais, de présence puis de regard, tu sais. C'est pas tant les mots qui me restent que son humanité. À travers le criminel, après le criminel, tu sais, après le rôle de criminel puis d'agresseur, j'ai réussi à avoir l'humanité, tu sais, du gars que Sean Penn incarne, tu sais. Et je suis très impressionnée par sa démarche à elle, en fait. Puis à la fin du film, je me sens impressionnée par sa démarche à lui, parce que je me dis, dans une position... Parce qu'en quelque part, quand t'es violent, quand t'es agressif, t'es dans une position de force, tu domines, tu sais. Ça, c'est ma position à moi, à l'époque. Puis là, il craque, tu sais. Fait qu'à la fin du film, je suis émue parce qu'elle, je la trouve exemplaire, puis je suis émue parce que lui, il a enfin craqué. Par contre, je m'imagine beaucoup mieux dans la peau de celui qui envoie l'injection létale que dans la position de elle qui l'accompagne. L'esprit de vengeance. Oui, l'esprit de vengeance est encore très, très présent. Mais c'est comme si elle devient comme une idole, tu sais, je veux dire, c'est comme, pour moi, c'est inaccessible, là, tu sais. Mais je me dis, hey, un jour, parce que je suis plus de philosophie hindouiste, tout ça, je crois à la réincarnation, fait que je me dis, un jour, dans une vie ultérieure, je serai cette compassion en action. Mais donc, je le prévois même pas pour cette vie-ci, tu sais. Et c'est cette année-là que je vais rencontrer un maître de spiritualité, de méditation, une femme, là, une indienne, qui s'appelle Gurmeet Chidvilasananda, la rencontrer, je veux dire, par ses écrits, tout ça. Puis je vais commencer à méditer. Puis là, je vais commencer à voir qu'il y a un chemin qu'il faut que je prenne. Je l'atteindrai pas. Je pense pas que je vais l'atteindre, mais je vais le prendre. Fait que le chemin de vouloir lointainement aller en justice réparatrice commence là. Mais sinon, là, on fait un fast-forward jusqu'en 2017 et je sais que CSJR existe. J'ai fait des recherches, je suis intriguée par la procédure. Moi, clairement, ça me prend un crime apparenté. Hein, ça me prend pas... si tu mets mon agresseur avec moi dans la même pièce, ça va aller mal en tabarnak. Surtout en plus qu'il a été acquitté puis que la justice... Ce coup-là, c'est pas moi qui sors brisé. Ça, c'est clair. C'est une autre promesse que je me suis faite dans ma vie. Fait que tout ça pour dire qu'en 2017, donc, je suis au balbutiement timide de penser que peut-être que, mais encore là, je vois pas trop le chemin. Et j'écoute une entrevue sur YouTube que Frédéric Lopez a fait avec un skinhead repenti. Et là, lui, en fait, était un skinhead et il est devenu moine hindouiste. C'est quoi un skinhead pour les gens qui nous écoutent? Un skinhead, c'est les gens qui sont... c'est nazi, là. Souvent, oui, tu sais, comme là, lui, il avait plein de signes nazis, là, tatoués quand il était jeune, puis c'est un chef de bande, puis tu sais, là, c'est un rough and tough, là. Et donc, là, lui, quand il nomme ce qu'il était, là, je me reconnais. Parce que moi, je me reconnais pas dans les parcours de victimes. Tu sais.
mais je me reconnais dans l'agresseur. OK. Fait que là, lui, il parle comme agresseur, qui s'est repenti puis qui est devenu non-violent puis moine. Là, ça me frappe. Et là, je me dis, ah, OK, je suis capable de marcher ce chemin-là. Parce que jusque-là, j'y crois pas. Et c'est là que je vais entrer en contact avec le CSJR puis que je vais dire, OK, là, je veux faire une démarche. Voilà. Puis que, c'est une très longue réponse à ta petite question. non, là, mais c'est parfait. Puis là, la démarche, parlez-moi-en. Comment ça se passe? C'est quoi votre... Ben là, tantôt, tu as un petit peu expliqué c'est quoi votre rôle. C'est la médiation un peu, j'imagine? Oui, de la médiation. Oui. Dans le sens que, par contre, nous, les personnes qui encadrent cette pratique, nous, c'est des animateurs, facilitateurs qu'on appelle. Okay. Puis je tiens juste à préciser aussi que il y a plusieurs choses. Déjà, la pratique du CSJR, ça fait plus d'une vingtaine d'années. Donc, c'est une pratique expérimentée. C'est l'expérience qui a fait que maintenant, on arrive à ce modèle-là qui a été arrangé, modelé d'année en année. Fait que c'est quand même une pratique qui existe depuis longtemps. Et donc, aussi, un point important, c'est que l'auteur... en fait, il vient parce qu'il veut. Il n'y a pas de carotte au bout. Parce que des fois, les personnes victimes... Ça, c'est important de le dire parce que souvent, les personnes victimes, elles se disent « Oui, ils vont faire ça parce que, tu sais... Ils veulent une libération conditionnelle. » Ouais, c'est ça, exactement. Mais pas au CSJR parce que c'est des personnes qui sont soit détenues, donc la sentence a eu lieu, soit ex-détenues. Donc, ils ont déjà purgé leur peine. Donc ça, c'est important de le savoir. Ils y vont vraiment, puis nous, on évalue ça. C'est-à-dire le désir de réparation, le désir de changer, le désir de comprendre la personne victime. Voilà, donc il y a vraiment ce désir-là que nous, on va évaluer. Hein. Donc ça, on pourra en revenir là, sur qui peut participer, parce que la justice réparatrice, tout le monde peut y participer, mais c'est pas pour tout le monde à n'importe quel moment. On évalue évidemment... Vous avez des rencontres d'évaluation autant avec l'auteur que la personne victime? Exactement, avant. Donc, la personne va être rencontrée par plusieurs personnes. Puis, on va évaluer, est-ce que, par exemple, pour la personne victime du crime, est-ce que ça va être porteur? Est-ce que ça... Parce qu'on ne veut pas revictimiser la personne, on veut pas l'enfoncer, on veut que ce soit porteur. Évidemment, c'est une démarche difficile, mais il faut qu'on va évaluer la stabilité de l'un et de l'autre, que la personne victime, elle a un entourage autour pour la soutenir. Par exemple, un psychothérapeute, un psychologue, un psychanalyste, en tout cas, ou une famille. Enfin, voilà, on va voir. On évalue tout ça, puis ça, c'est la personne qui répond. C'est pas nous, on amène à poser la question. On n'est pas à l'intérieur de la personne. Donc voilà. Puis pour la personne auteur, c'est pareil. Là, on valide. Est-ce que la personne, elle en est là, tu sais. Fait que ça, c'est un point. OK. Puis ta question, c'était comment ça se passe? Oui, c'est ça. Mais les deux, comment que ça s'est passé? Là? Fait que là, on est rendu en 2017. T'es intéressée à la justice à faire ce processus-là de justice réparatrice. Fait que là, je communique avec le CSJR, on me rappelle, puis là, on m'explique ça, là, tu sais, qu'il faut que je fasse des entrevues, gna. Puis, une des premières choses qu'on me demande, c'est quoi ton but? En fait, c'est quoi l'objectif? Puis, je dis, l'objectif pour moi, c'est d'être présente pendant la rencontre. Présente attentive. D'être complètement en pleine présence, en pleine conscience, face à l'autre, puis d'être dans une posture d'humain face à un humain. Tu sais, moi, je ne m'identifie pas comme victime, même si j'ai été victime d'un crime. Puis, en arrière de cette étiquette ou de ce que j'ai vécu, je suis un humain. Puis lui, ce qui l'a emmené à être délinquant, c'est quoi? Je ne sais pas, mais c'est un humain en arrière aussi. Fait que là, mon objectif, c'est ça. C'est d'être assis face à face d'humain à humain. Puis sortir de nos rôles, puis d'être capable de se parler de façon transparente, authentique, cœur à cœur, âme à âme. Tu sais, vraiment, moi, je ne veux pas sentir que l'autre en avant de moi est fragile. Ça, c'est une de mes premières demandes. Je veux pouvoir... être tout ce que je suis dans ma solidité, puis poser les questions que je veux. Puis, tu sais, fait que ça, moi, ça, c'est un critère bien important pour moi. Faut qu'elle m'amène quelqu'un de solide, tu sais. Puis, cette personne-là qui a fait le même délit. Oui, c'est ça. Donc, la personne a commis un viol aussi. Oui. Ça, c'est un point aussi à préciser, c'est que quand on crée ces rencontres de justice réparatrice,
En fait, tout l'enjeu est de trouver ce qu'on appelle le vis-à-vis. Parce qu'en fait, ce qu'on veut, c'est 2 situations, 2 histoires qui soient le plus proches de la réalité possible pour qu'il y ait... pour pouvoir se représenter, enfin, pas s'imaginer en l'autre, mais voyez, pour que ce soit le plus proche de la réalité possible. Ouais. Donc, tout l'enjeu est de trouver ce vis-à-vis-là. Donc, autant dans le crime que faut que ça matche au niveau des personnalités. En plus, exactement, exact. C'est qu'au niveau du crime, évidemment, donc là, Aki, elle avait été victime d'un viol. Donc là, il fallait trouver un auteur qui avait lui-même commis un viol. Et des fois, la vie fait bien les choses dans le sens qu'il y a après parfois, parce que comme je suis là depuis 1 an, je ne sais pas, il y en a eu tellement, je ne peux pas généraliser, mais il y a souvent des points communs aussi qui peuvent être frappants et dans lequel ça permet aussi de se connecter parce que la justice réparatrice, on se connecte au niveau des émotions. Hein. Ce qu'on veut, on n'est pas dans la tête, on essaie vraiment que les personnes elles puissent exprimer leurs émotions. On n'est pas du tout dans la retenue, au contraire. Par contre, on essaie que ça se fasse de manière bienveillante, en fait, avec respect. Et donc ça, c'est le cadre qui permet en fait ce respect-là dans un espace sécuritaire dans lequel les personnes ont été informées. Donc il y a énormément de préparation qui est extrêmement important pour rassurer les personnes et montrer que oui, on va être dans un espace, on va créer un espace sécuritaire avec différentes bases. Il y a différentes bases pour créer un espace sécuritaire, dont donner l'information, préparer les gens. Donc c'est ça. Donc là, à ce moment-là, on avait écouté l'histoire d'Aki, certainement. Donc après, il y avait une personne auteur qui avait été identifiée. Et l'histoire, après, ça arrive à un certain moment. Hein, oui, parce que moi, je fais ma demande à l'automne 2017. Puis finalement, on va me rappeler juste au printemps, là, au mois de mai suivant, 2018. Okay. Puis finalement, ça va se passer juste en juin, juillet, là, tu sais. 2018. Oui, 2018, tu sais. OK. Oui, ça prend du temps pour trouver justement ce vis-à-vis-là. Ça peut prendre 2 mois, 6 mois, 1 an, dépendamment. Ouais. Puis vous, pas le recrutement, mais comment est-ce que vous faites valoir auprès des personnes autrices? Oui. Il y a auprès des détenus? Donc, ça peut être détenu ou ex-détenu. Donc, auprès des détenus, on va avoir les aumôniers. Ils sont au courant de la démarche de justice réparatrice. C'est eux qui informent. Dans les prisons, dans les pénitenciers. Donc, dans les pénitenciers, c'est eux qui vont informer qu'une démarche de justice réparatrice est possible. Mais d'ailleurs, il y en a plusieurs. Hein. Le CSJR, c'est un des services de justice réparatrice. Donc là, après, c'est à eux de voir s'ils veulent rencontrer, par exemple, en crime apparenté, voir aussi ce qui est possible. Puis j'imagine que les aumôniers aussi font un certain travail de présélection. Ils voient les personnes qui sont probablement plus aptes ou qui sont plus intéressées. Là. Ils sont en cheminement. Ils sont en cheminement, exactement, c'est ça. Exactement, ils sont en cheminement. Fait qu'en effet, donc là, par exemple, en prison, il peut y avoir aussi des agents à l'intérieur qui accompagnent les détenus à l'intérieur de prison, qui sont au courant aussi des possibilités en justice réparatrice, les possibilités de réparation pour des détenus qui sont intéressés. Et pour les ex-détenus, ça peut être en maison de réhabilitation. Donc là, pareil, on a des partenaires qui sont au courant de la démarche. Et puis, ils nous communiquent s'il y a des personnes qui sont au courant. Fait que nous, on essaie de communiquer sur le service. Et ensuite, les gens viennent voir s'ils sont... En fait, personne, nous, on ne va pas les chercher. C'est plus eux qui viennent, en fait. Comme les personnes victimes, en fait, on est au courant de ce service-là, qu'il existe. Les personnes qui ont envie de faire ces démarches-là nous contactent. En fait, il faut être vraiment très volontaire. Oui, c'est ça. Parce que c'est... C'est profond, puis... Oui, puis c'est extrêmement confrontant, je pense, autant pour d'un bord que de l'autre, tu sais. Fait que faut vraiment arriver avec une intention forte d'embarquer sur ce chemin-là puis de se rendre au bout. Fait que je pourrais pas voir comment on pourrait recruter, tu sais, genre. Non, c'est ça. C'est ça, tu sais. Faut vraiment que ça émerge de toi puis que tu as envie de voir qu'est-ce qui se fait, tu sais. Ou tu en entends parler, puis... Ouais. En vrai, j'ai comme plein de questions, mais est-ce que... On va revenir à la démarche. Mais est-ce que vous avez beaucoup de gens qui sont en attente ou est-ce que c'est quand même... Oui, là, c'est sûr que sur le plan des personnes victimes, on a beaucoup de personnes en attente aussi parce que en ce moment, après la pandémie,
Et il y a eu plusieurs mesures, en fait. Il y a eu plusieurs choses qui ont fait que du côté des auteurs, donc ceux qui ont commis un crime, on a moins parce que il y a eu des arrêts de programme qui aident aussi les détenus à cheminer. Donc, il y a eu des arrêts. Oui, puis on ne pouvait plus aller en dedans. Là. Voilà. Et puis, on ne pouvait plus aller en dedans pendant toute la pandémie. Ouais. Donc, nous, c'est sûr que les visiteurs, tu parles. Ouais, voilà. Donc, il faut des accords et tout. Et pendant toute la pandémie, on ne pouvait pas. Donc, il y a eu comme un peu ça qui a fait que, il y a eu comme un trou, entre guillemets, où on n'a pas pu organiser de rencontres. Et donc, évidemment, là, on a beaucoup d'attentes par rapport aux personnes victimes. Et donc là, il faut Et aussi, comme il y a beaucoup de changements, d'ailleurs, dans toute la société, après la pandémie, il y a eu tellement de changements au niveau des individus qui travaillent dans les organismes ou dans des postes, par exemple, je ne sais pas moi, admettons en prison. Donc, il y a tout il y a aussi tout un travail de reconnecter et de remettre un petit peu les liens en route, quoi. Donc là, c'est ça. On reprend petit à petit comme tout le monde après la pandémie, là, mais ça demande un petit peu de temps pour c'est ça. OK. Fait qu'en ce moment, il y a plus de gens victimes qui sont en attente que le contraire. Oui. Sinon, dans l'histoire du CJR, avant la pandémie, malheureusement, je pourrais pas dire, je pourrais pas vous dire ça. Mes collègues, elles pourraient dire oui, voilà, c'est ça. Elles auraient beaucoup plus de commandes. Mais juste si on regarde, moi, c'était avant la pandémie, puis ça a pris quasiment 1 an. Ouais, c'est ça. Tout l'enjeu, c'est encore une fois, c'est le vis-à-vis. Même si, admettons, tu as une liste aussi d'auteurs. Le problème, c'est qu'en fait, il faut que ça matche. Donc, c'est ça aussi. C'est tout cet enjeu-là pour que ça soit plus... Enfin, voilà, pour que ça connecte, quoi. Oui, parce que, tu sais, moi, j'arrive avec une intention, en fait, de cheminement. Tu sais, je dirais pas de paix ou de pardon, je suis pas là-dedans. J'arrive avec une intention de cheminement. Point. Puis, de pleine présence, puis mais, je veux dire, je suis porteuse de beaucoup de colère et tout ça. Fait que je connais mes déclencheurs, tu sais. Fait que dans ma demande de vis-à-vis d'homologue, il faut qu'il y ait une personnalité. Il ne faudrait pas que je tombe sur quelqu'un qui se victimise, là, mettons. Okay. Parce que là, moi, ça déclenche beaucoup de colère. Puis là, ça va s'arrêter là, la démarche. Fait qu'autant pas la commencer, tu sais. Je veux pas vivre un échec, tu sais. Ouais. Fait que toi, tu nommes ces choses-là. Mieux on se connaît, en fait, tu sais. Oui, moi, je nomme toutes, là, tu sais. Fait que, puis je veux dire, ça fait des années que je suis en thérapie, fait que j'ai réussi à comprendre puis à étudier sur moi-même, on va dire, le stress post-traumatique, les multiples effets, la dissociation, les déclencheurs, etc., tu sais. Fait que c'est bien important pour moi de le nommer parce que dans la personnalité de l'homologue, il ne faut pas que je retrouve ça. Parce que je veux cheminer, là. Mon but, c'est de cheminer. Tu sais, moi, j'y vais de façon assez égoïste, là, tu sais. Moi, je veux sortir de ce carcan, tu sais, de rage, de colère dans lequel je suis, tu sais. Puis c'est une des affaires que j'ai pas essayé, Fait qu'on essaye, tu sais. Fait que... Mais donc, la commande est claire. Fait qu'effectivement, tout dépendant qui demande, peut-être ça peut être plus rapide pour d'autres, là. Moi, je me souviens que j'ai fini en disant, bon, je sais que c'est pas un terme qu'il faut dire maintenant, là, mais tu sais, j'ai terminé en disant, calisse-moi pas de moment dans l'avant de moi, je le démolis. T'sais. C'était clair, là, mais c'était clair que j'arrivais pas là avec une charge puis j'allais péter à gueule. C'était pas ça mon intention. Mais il fallait être vigilant. Ouais. D'où l'importance les entrevues préliminaires puis pour vous trouver une personne. Autant, là, une fois que moi, elle a fait l'entrevue avec moi, là, on a fait peut-être 3 entrevues. Là, après ça, il a fallu qu'elle fasse des entrevues. J'imagine. Je ne sais pas si elle a essayé plusieurs vis-à-vis, si elle a posé des questions, puis j'imagine, là. J'ai pas accès à cette information-là, là, tu sais, mais c'est ça. Faut que c'est sûr que mieux que tu connais, mieux ça va, là, mais tu sais. Fait que là, la personne que tu as rencontrée, c'était comment? C'était-tu... Bon, là, il y a comme 2 possibilités de... Oui, vas-y. Oui, c'est vrai. Donc, en fait, il y a 2, on va dire... modalités, modalités là, de rencontre de justice réparatrice au CSJR, donc au Centre de services de justice réparatrice. Donc, soit on fait un face-à-face, soit on fait ce qu'on appelle un RDV, une rencontre détenu-victime.
Donc, en fait, la différence... Rendez-vous aussi. Un rendez-vous, Je pensais à RDV, j'étais comme ça dit de quoi, cette abréviation? C'est ça, ouais. Puis, en fait, la différence, c'est plutôt, on va dire, le nombre, l'échelle de personnes qui est présente. Donc, le face-à-face, c'est une personne auteur d'un crime rencontre une personne victime d'un crime. De ce même crime. Donc, c'est pas Apparenté, direct, apparenté, ouais. mais ils ont le même type de crime qui les lie finalement. Okay. Donc, si j'ai été victime d'un viol, je vais rencontrer quelqu'un qui a commis un viol également, mais pas mon agresseur. Ouais. Je répète parce que des fois... on se mêle. Ouais, c'est ça. Puis c'est correct quand c'est la première fois qu'on l'entend. Donc, c'est ça. Le face-à-face, c'est une personne victime, une personne auteur, un membre de la communauté et 2 animateurs facilitateurs. Donc, je vais revenir sur le membre de la communauté parce que c'est aussi une spécificité du CSGR. Puis pour nous, c'est extrêmement important. Donc, les animateurs facilitateurs, souvent, c'est un homme et une femme parce qu'on veut répondre à la parité et puis aussi que ce soit représentatif de la société et aussi souvent complémentaire parce que il y a des personnalités, par exemple quelqu'un, je sais pas moi, qui parle beaucoup, peut-être un peu comme moi, tu vois, mais quelqu'un un peu plus calme ou en tout cas, je donne un exemple, mais juste complémentaire pour répondre aux différents besoins des gens qui sont présents. Et donc le membre de la communauté. Donc le membre de la communauté. Là, je pars sur la communauté, puis je vais expliquer le deuxième modalité. Ouais. OK. Donc, membre de la communauté, pourquoi on intègre un membre de la communauté? Parce qu'on estime, en fait, au CSGR que le crime, premièrement, touche tout le monde. C'est-à-dire qu'on a tous été touchés par le crime, directement ou indirectement. On connaît tous quelqu'un dans notre entourage qui a été soit victime d'un crime, direct ou indirect. Quand je dis indirect, ça veut dire la fille de quelqu'un, le frère de quelqu'un, le cousin de quelqu'un, ou victime, où on connaît un auteur, où on l'a vu, ou enfin bref, on voit où on en veut venir. Donc, on est tous membres d'une société, d'une communauté, donc on est tous touchés par ça. Donc déjà, ça nous implique, ça nous concerne. Donc déjà, comment moi, en tant que citoyen, il y a la justice, oui, qui peut s'occuper des crimes, mais il y a aussi, moi, en tant que citoyen, comment on répare un crime? Donc, il y a ça. Il y a aussi le fait que, par exemple, ça peut être aussi important pour une personne victime ou une personne auteur d'avoir quelqu'un qui est tiers. Par exemple, une personne victime qui, pendant le crime dont elle a été victime, il y avait une personne témoin sur la scène. Cette personne-là, il peut y avoir 10 000 raisons, mais elle n'est pas intervenue pour arrêter le crime. Se faire entendre dire pendant cette rencontre-là que la personne aurait dû intervenir, ça peut être extrêmement réparateur parce que là, on se dit il y a eu un défaut dans la communauté que la personne, elle m'a pas aidé. Donc, ça peut contribuer à la réparation, par exemple, de la personne victime. Fait qu'il y a ça aussi. Donc, il y a ces raisons-là et puis il y en a certainement d'autres que je connais pas. Il y en a plein, mais voilà, pour nous, c'est important, ce membre de la communauté-là. Et puis aussi, c'est pour faire changer les mentalités. Parce que moi, par exemple, j'ai participé en tant que membre de la communauté. Puis, c'est sûr là, que j'ai cassé des murs à l'intérieur de ma tête, de mes mentalités. Pour ouvrir ça, tu te dis, mais OK, mais il n'y a rien que tu peux pas dire à personne. Si eux, ils ont été capables de se dire ça, de se raconter-là, il n'y a rien que tu peux pas dire. Simplement, il y a des bons moments, un cadre, etc. Mais c'est sûr que ça te change toi-même. Puis même moi, je travaille en justice réparatrice, mais d'avoir participé évidemment à cette démarche-là en tant que membre de la communauté, c'est sûr que ça m'a changé. Puis ça a eu un impact sur ma vie, c'est clair. Puis ça, c'est des bénévoles, c'est des gens qui se portent volontaires. Et comme moi, je pourrais décider de devenir... Oui, alors évidemment, il y a des critères. Voilà, il y a un processus de sélection. Il faut faire une formation, des formations de base, et il y a une sélection. Okay. Donc, c'est sûr que oui, tout le monde peut, mais après, il faut quand même il y a le cadre à respecter. Donc, c'est ça. Mais voilà. Okay. J'imagine que le monde qui ont envie d'aller faire ça, ils doivent avoir... un cheminement, eux autres aussi, là, tu sais. Tu décides pas d'aller bénévole, membre de la communauté, en justice réparatrice. Si t'es pas déjà avancé dans ton cheminement puis dans ton questionnement, tu sais. Oui, mais c'est ça. Système.
Mais après, c'est sûr qu'on sélectionne quand même parce que c'est sûr. Il faut ça soit n'importe bah, qui. c'est normal parce que Faut que ça soit bénéfique, il faut que ça reste bénéfique. Ça, on veut pas que ça soit un pour l'autre. Quelqu'un qui a des mauvaises intentions ou peu importe. Donc, ou qui serait, je sais pas, mais qui arriverait avec des préjugés gros comme le bras, là, genre comment t'étais habillé ce soir-là. Okay. Exact. C'est exactement ce qu'on veut prévenir. Parce qu'eux, ils parlent aussi ou ils sont juste en mode observateur? Non. Ces personnes-là on va l'expliquer un peu plus, mais le membre de la communauté, après l'intervention, donc le dialogue, non pas le dialogue, mais l'explication, par exemple, des événements qui se sont passés pour la personne victime et pour la personne auteur, la personne, le membre de la communauté est invité aussi à parler, à dire ce que ça lui fait ressentir, qu'est-ce qu'il ressent, qu'est-ce qu'il a envie de dire face à ce qu'il ou elle a entendu. Fait que oui, bien sûr, il est amené par les animateurs à parler à certains moments. Exactement. Et ça peut aider. Moi, ça a été extrêmement réparateur dans mon cas. Là. Ouais. Donc, ça, c'est le face-à-face. Donc, c'est 3 rencontres. Exact. Ah oui, c'est ça. Fait que le face-à-face... Merci à qui? Elle est bonne. Fait que là, le face-à-face. Donc, c'est ça. Donc, le face-à-face, c'est ça. C'est 2 à 3 rencontres de 2 à 3 heures. Souvent, c'est une semaine à l'autre, mais ça peut dépendre parce que des fois, il y a des situations particulières où on ne peut pas respecter ça. Le modèle, c'est genre... Il y a 2 rencontres de 3 heures à une semaine d'intervalle. Après, il y a un break de 3 mois. Puis là, il y a la 3e rencontre. Ouais. Ah ouais, OK. Puis ça, c'est vraiment, cette 3e rencontre-là, c'est vraiment pour être capable de fermer le livre. OK, maintenant, c'est comme, c'est la dernière fois qu'il va avoir cette rencontre-là. Qu'est-ce qui s'est passé depuis? Parce que c'est ça, c'est comme que les personnes, il y a eu un stop. Qu'il a eu le temps de gérer l'expérience. Qu'est-ce qui s'est passé? Fait qu'on reste dans le momentum en faisant ça une semaine après l'autre. Ouais. Puis après ça, on digère, on assimile. C'est ça. Puis on revient 3 mois plus après, on se redépose ensemble. C'est comme ça, je le verrai. C'est comme on invite aussi à fermer le livre. Qu'est-ce que vous voulez vous dire la dernière fois? Oui, parce que ça, c'est important de le nommer. Avant qu'on aille en rencontre, on ne se connaît pas. On n'a jamais communiqué ensemble. Après la 3e rencontre, on ne communique plus ensemble. On n'a pas le droit de garder des liens avec le détenu, l'homologue. Donc, c'est pour ça, vous n'avez pas le droit, dans le but de faire... dans le but que... on ne conseille pas, en fait, au CSGR. Dans le but que ça reste, en fait, ça reste... thérapeutique. C'est un chemin thérapeutique qui est cadré, qui dure X temps, puis c'est ça, c'est réglé après. Je veux dire... Parce que, sinon, après ça, embarque tous les mécanismes aussi, tu sais, de genre sauveur, victime, bourreau, tu veux pas glisser là-dedans, là, tu sais. Ça fait que c'est bien pensé, là. Ouais. Puis, tiens, juste à dire, vous avez dit le terme thérapeutique, en fait, juste de dire que la justice réparatrice, tu sais, c'est pas une thérapie, là. C'est pas non plus... Mais c'est au sens, guérisseur, réparateur, mais effectivement, il y a aucune notion de psychologie ou de thérapie là-dedans, là, il n'y a pas de... C'est ça. C'est pas clinique, là. Exact. C'est pas le but, oui, les personnes, elles peuvent faire une démarche de justice réparatrice. C'est une étape sur le chemin de la guérison, une étape sur le chemin de la réparation, mais c'est pas une thérapie, puis le but, c'est pas de dire pardon non plus. Les gens, s'ils ont envie, ils peuvent, mais le but, c'est pas du tout ça. Okay. Donc, le but, c'est vraiment de créer un espace de dialogue entre une personne auteur et une personne victime. C'est vraiment ça, en fait. Et ça, c'est intéressant, parce que, tu sais, souvent, quand on est victime, en tout cas, moi, là, toutes les victimes que je connais sont toutes faites dire ça, là. Tu sais, moi, il y a longtemps, là, tu sais, maintenant, c'est plus la mode, mais il y a plusieurs années, là, tu sais, même on recule juste de 10 ans, tu sais, une victime, si elle veut guérir, il faut qu'elle pardonne. Hey, tabarnak, j'ai entendu ça combien de fois, tu sais, je veux dire, c'est horrible. Ça fait porter encore la responsabilité, tu sais. Si t'es pas guéri, c'est parce que t'as pas cheminé. Si t'as pas guéri, c'est parce que t'as pas pardonné à ton agresseur, tu sais. Fait que là, si je veux pas y pardonner, moi, Chris, je veux guérir sans pardonner. Pourquoi je pardonnerais? C'est quoi ça, cette injonction là, qu'on me donne, tu sais? Fait que ça, c'est important, tu sais, que cette démarche-là soit décomplexée de cet objectif judéo-chrétien qui a été placé sur les victimes, tu sais. Il y a longtemps. C'est ça. Fait que là, tu dis ça, c'est que là, aujourd'hui, là, c'est un espace de dialogue, tu sais, de face à face. C'est pour ça que ça s'appelle... C'est un face à face, c'est un dialogue. Puis, on va chercher là-dedans ce qu'on a besoin de trouver, ce qu'on, tu sais,
ce que l'autre va nous apporter, puis ce qu'on va être prêt à recevoir, puis tu sais, mais il n'y a pas de terme clinique, il n'y a pas, tu sais, puis ça, c'était une autre affaire. Moi, tu sais, j'ai subi un crime, je suis pas malade, tu sais, mais je suis traitée en psychiatrie, puis tu sais, je suis malade. Ben oui, j'ai des problèmes de santé mentale parce que ça m'a donné un stress post-traumatique, mais tu sais, je me sentais pas malade. Je me sentais comme un être humain qui chemine. Mm-hmm. Le fait que ce soit décomplexé de la clinique psychologie, tu sais, du terme, c'était bien important pour moi. Fait que là, le deuxième modèle, juste, on va y arriver, puis après, ça sera super intéressant qu'Aki, elle vous explique aussi comment elle a vécu seule. Ouais. Puis le deuxième, c'est donc le rencontre détenu-victime. Puis ça, c'est qu'en fait, il y a plusieurs auteurs, plusieurs personnes victimes, 2 membres de la communauté et 2 animateurs facilitateurs. Donc là, c'est juste que c'est en groupe. Plus souvent, ça va se passer en détention, enfin en prison, puisque il faut plusieurs auteurs. Donc là, c'est juste que, en effet, l'échelle change. Donc ça, c'est la personne victime et auteur qui va choisir, en fait, quelle démarche lui correspond plus, parce qu'il y en a qui sont plus, OK, moi, je vais avoir le soutien, par exemple, d'autres personnes victimes ou d'autres, tu vois. Et il y en a face à face, non, moi, je veux quelque chose de plus personnel. Donc, intime, profond. Tu sais, je pense que ça doit être profond pareil, là, les rencontres de groupe. Mais il y a quelque chose dans le fait aussi de... Ouais. Puis pour moi, il y avait quelque chose dans le fait de... Là, tu es en avant de moi, puis tu vas me rendre des comptes. Et tu sais, il y a quelque chose, en quelque part, là, d'être face à face, un avec l'autre. Tu sais, moi, je vais te transmettre ce qui se passe, puis c'est quoi ma vie depuis ce temps-là. Puis toi, tu sais, il y a quelque chose de... Pour moi, il y avait quelque chose de très responsabilisant d'être face à face, d'être seul à seul. Bon, malgré qu'il y avait 3 intervenants. Là. Responsabilisant pour qui? Pour l'autre. Pour l'agresseur, pour le délinquant, pour le... Appelons-le comme on veut, là, l'auteur. D'accord. Hein? Non. OK. Fait que c'est ça. Bon. Alors, c'est le deuxième modèle que j'ai pas fait. C'est ça. Est-ce que tu allais développer plus sur le modèle de groupe? En fait, c'est combien de rencontres? C'est donc 6 à 8 rencontres. Quand même. Parce que forcément, il y a plus d'intervenants, enfin, il y a plus d'acteurs. D'acteurs, j'entends de parties prenantes dans la rencontre. Donc forcément, pour donner la parole, il faut donner un petit peu plus de temps. Donc 6 à 8 rencontres, je pense que c'est de 2 à 3 heures, pareil. Donc là, c'est sur un peu plus de temps. Ça doit être 5 à 6 mois. Et pareil, donc après ça, il y a une rencontre 3 mois plus tard pour que les personnes se revoient et disent « OK, c'est la dernière fois que vous voyez. » Ça me tente de faire ça. Moi, je t'entends parler et je me dis « Donc, c'est la dernière fois que vous voyez. Donc, qu'est-ce qu'on se dit? On ferme... Puis dans un contexte de groupe comme ça, est-ce qu'il faut aussi que ça soit des victimes puis des agresseurs d'un même type de crime? Ou là, c'est plus... Ouais, ça, c'est une bonne question. Il me semble, mais là, il faudrait vraiment que je demande à mes collègues, mais il me semble qu'il y a des vis-à-vis, c'est-à-dire il y a des histoires il y a des vis-à-vis dans le groupe. Okay. Il me semble. Okay. Je ne veux pas dire de bêtises. Oui, puis il n'y a pas, mettons, comme, je sais pas moi, la mère d'une victime peut participer à ces groupes-là. Je pense que oui c'est aussi. Ça. Parce qu'en fait... c'est plus large. Indirect. C'est ça, c'est plus large. Mais d'ailleurs, même en face-à-face, si je ne me trompe pas, tu peux faire un face-à-face en étant victime indirecte. Donc, par exemple, ma fille a été assassinée. Là... Moi, j'ai besoin, en tant que mère, de rencontrer un meurtrier, quelqu'un qui a assassiné quelqu'un. Okay. Donc, et ça, c'est possible, je crois. Je vois pas pourquoi ça le serait pas. C'est possible en face à face aussi. OK. Bon, Aki, est-ce que tu veux nous parler un petit peu plus de comment c'était pour toi? OK. Alors, donc, c'est ça. Là, moi, je pars le matin. Là, c'est beaucoup, beaucoup de route. Ah ouais, OK. Ouais. Je vais faire, je pense que c'est 2h30, 3 heures de route là, d'où j'habite. Puis, je vais mettre des chants hindouistes, là, des mantras pour me garder centrée puis calme. Je suis extrêmement nerveuse, fébrile. C'est bien important pour moi de rester comme assis, profond en moi, ancré. Ouais. Je veux pas déconnecter, tu sais. Je veux pas dissocier. Fait que je focus là-dessus, tu sais. Puis c'est mon conjoint qui me conduit.
Puis, ben là, lui, il est extraordinaire. Là, il suit là-dedans. Puis, c'est un humaniste. Hein? On est des personnalités assez aux antipodes. Lui, c'est quelqu'un qui croit beaucoup en l'humanité. Puis, il est optimiste. Puis, tout ce que j'ai pas, tous les morceaux qui me manquent. Fait que c'est lui qui m'accompagne. Ouais, c'est ça. C'est lui qui m'accompagne. Puis, je suis chanceuse d'avoir cette personne-là dans ma vie. Là. Et donc, on se rend là et... Bon, tu sais, là, tu rentres en dedans. Là. Moi, c'est quelque chose que j'avais déjà fait là, parce que j'ai des criminels autour de moi. Là. Fait que, tu sais, j'ai souvent été en dedans, tu sais, rencontrer des gens. Et donc, fait que c'est ça. Fait que là, ben, tu sais, t'as tout le passage, tu sais, des gates, voyons, Oui, des portes. Là. Des portes, là, tu sais, puis là, les questionnaires, puis ton identité, puis tu sais, il y a quelque chose... Protocolaire, là, tu sais, fait qu'à chaque porte que tu passes, il y a quelque chose qui se passe, là, tu sais. Puis j'avais un peu l'impression que c'était au figuré de ce qui se passait en dedans de moi aussi, tu sais. Fait que, puis là, ben, je suis reçue par l'aumônier, et là, donc, on arrive dans la salle où ça va se passer. Puis, il y a l'aumônier, il y a la personne, il y a les deux accompagnateurs, là, tu sais. Il y a la Guylaine du CJR, puis il y a Luc, qui est d'un organisme pour hommes, je pense, en tout cas. Puis, il y a la personne de la communauté, Sylvie. Puis, on attend. Tu sais, on attend mon homologue. Et... là, il y a donc les chaises, puis là, c'est moi qui décide comment j'ai réparti, comment je me positionne, qui va s'asseoir où. Fait que ça me fait du bien, tu sais, c'est un sentiment d'empowerment, là, tu sais, ça a l'air niaiseux, là, mais tu sais, c'est tellement sensible, tu sais, je me sens vulnérable, là. C'est pas niaiseux, le contexte est important. Ouais, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que là, quand il arrive, ben c'est ça, tu sais, j'ai décidé aussi qui va commencer à parler, tu sais. Fait qu'il arrive, puis là, ben il s'assoit en face de moi, puis là, on va ouvrir, puis donc, c'est chacun son tour, on parle peut-être une 20-30 minutes, là. On raconte moi, je raconte le crime duquel j'ai été victime, puis lui va raconter le crime qu'il a commis. Puis après ça... la parole est donnée aux animateurs, est donnée à la personne de la communauté, tu sais, comment la personne elle reçoit ça, comment elle entend ça, qu'est-ce que ça y fait. Puis après ça, là, je vais reprendre la parole, puis là, je vais partager sur qu'est-ce que ça a été, quoi les suites, tu sais. Moi, il y a eu des suites judiciaires terribles, fait que raconte ça, puis après ça... Fait qu'on va échanger comme ça sur nos vies, tu sais. Aussi, on peut retourner dans le passé, expliquer comment on s'est construit, tu sais, qui on est. Parce qu'on a toute une vie avant d'arriver là, tu sais. Moi, j'ai un choc positif quand ils rentrent dans la pièce parce que on se souvient que j'ai écouté en 2017 William, qui est un skinhead repenti, qui était tatoué de sigles nazis, puis qui a recouvert ça par des dieux et des déesses hindouistes en tatou. Et donc, le crâne chauve, tout ça. Et donc, mon homologue qui rentre, c'est un ancien nazi. Ouais, skinhead. Et il est tatoué, tu sais, de sigles nazis. Ah oui. Ouais. Puis il est en démarche pour les faire recouvrir, en tout cas avec un organisme là, qui aide les gens qui étaient dans les gangs puis qui se repentent. Là. Bon. Fait que là, c'est comme si j'ai William en avant de moi, là, tu sais. Tout de suite, là, ça m'apaise, j'ai une connexion. Puis j'apprends qu'il est devenu bouddhiste, tu sais, qu'il est en chemin, qu'il a adopté la philosophie bouddhiste. Fait que pour moi, là, il y a plein de connexion qui se fait avant même qu'on ait parlé, tu sais. Ça me calme aussi parce que, ben, tu sais, de manière qui rentre, là, c'est un tough, tu sais. Puis ça me calme parce que je me dis, tiens, je vais pouvoir être honnête, tu sais. Je le briserai pas, tu sais. Oui, puis ce que tu as nommé tantôt, pour toi, c'est important que ça soit pas une personne, tu sais, comme plus en position de victime, non. Fait que toi, tu vois quelqu'un qui se tient puis qui répond, tu sais, je le sens solide, là, il y a une colonne vertébrale, il se tient droit, puis bon, ben, tu sais, son langage non-verbal, c'est aussi, ben, je vois très bien qui il était avant, là, tu sais.
Et donc, c'est ça. Fait qu'il va y avoir cette rencontre-là, puis ça dure 3 heures. Tu sais, on va prendre des pauses, on va prendre un café, puis naturellement, quand il se lève, quand lui, il se lève pour aller chercher un café, je me lève, je m'en vais à côté de lui. Je me sens à l'aise d'être à côté de lui, malgré qu'il vient de me raconter c'était comment le viol qu'il a subi, qu'il a commis. Tu sais. Puis moi, je viens de raconter le viol que j'ai subi, puis il y a beaucoup de corrélations. Okay. Ça se ressemble beaucoup. Tu sais, entre autres, aussi au niveau de l'étranglement, puis tout ça, là, tu sais. Et donc, c'était comment de l'entendre parler de ça? En fait, il est vraiment dans une grande responsabilisation. Puis il est dans une grande réflexion sur lui-même. Puis il y a un pas de recul. Il y a une spiritualité. Puis il y a énormément de remords, culpabilité. Ça se sent, il le nomme. Fait qu'en même temps que j'entends son crime, en même temps, j'entends son désarroi, tu sais. Fait que ça me confirme qu'il peut cheminer. Ça me confirme que... Mais qu'est-ce que ça me fait d'entendre le crime? Je suis assez immunisée. Tu sais, j'ai pas de sentiment négatif. Je pense qu'après ce que j'ai vécu, moi, dans ma vie, c'est assez difficile de me partager quelque chose qui me déstabilise, là. Fait que ça me touche pas. Je suis faite comme ça, là. Tu sais, ça me touche pas. Parce qu'il a fallu que je survive à bien pire. Fait que c'est ça. Ouais. Mais ce qui me reste, c'est, OK, il est capable. Il y a ce qu'il faut pour avancer. Fait que ça me donne beaucoup d'espoir, en fait, tu sais. Ça me confirme qu'on peut passer de l'ombre à la lumière, là. Qui est le témoignage, d'ailleurs, de William. Il a appelé ça comme ça, je pense, de l'ombre à la lumière, là, ses conférences. Puis ça me confirme, tu sais, lui, il peut le faire, puis moi, je suis en train de le faire. Fait que c'est comme, on est ensemble, puis on chemine ensemble des ténèbres à la lumière qu'on vise, où on veut aller. On est en chemin ensemble. Puis c'est grâce à lui que je le fais, le chemin. Puis je suis très consciente que c'est grâce à moi qu'il fait le chemin. Fait qu'il y a une reconnaissance aussi, je te dirais. Il y a une gratitude, étrangement. Et quand la première rencontre se termine, c'est moi qui choisis comment ça se termine. Tu sais, donc, comment tu veux terminer, y a-t-il quelque chose que tu veux dire? Puis, en fait, moi, spontanément, je demande si je peux le prendre dans mes bras. J'ai envie de... Je pense que c'était une des premières fois que c'était demandé, là. Fait que ça a été accordé parce que la personne voit bien que je suis solide, là, tu sais. Et donc, quand je l'ai pris dans mes bras, j'avais vraiment l'impression de venir comme une espèce de frère, tu sais, on revient du combat, tu sais, on revient de la guerre ensemble, puis on s'en va sur un chemin de paix, tu sais. C'était vraiment... j'avais l'impression... J'ai écrit un témoignage qui est sur le site. J'avais l'impression d'avoir un frère d'armes dans mes bras. Et... ouais, cette étreinte, pour moi, est venue sceller un pacte aussi, de dire, on n'a pas le droit de s'écarter du chemin à partir de maintenant, quelque part, tu sais. Comme une redevabilité. Ouais. Tu sais, on se doit de guérir, puis on se doit de transmettre ce message. Et on va se revoir, donc, la semaine d'après. Et là, on va parler plus de notre chemin de guérison. Les conséquences, puis le chemin de guérison, tu sais, les conséquences dans notre vie. Et là, ça va être vraiment très, très flagrant pour lui. Ça va être très difficile à entendre toutes les conséquences que moi, j'ai eues dans ma vie. Si tu veux, on en parlera, là, mais toutes les conséquences que j'ai eues dans ma vie et toute la non-reconnaissance que j'ai subie, que j'ai vécue, que ce soit dans le milieu judiciaire, que ce soit dans le milieu médical, etc. Et tous les non-services auxquels j'ai pas eu... Tous les services auxquels moi, j'ai pas eu accès, j'ai pas eu droit. Et que lui, en fait, dès qu'il est passé en procès, lui, il a été reconnu coupable, ben lui, il s'est retrouvé logé nourri.
En détention. Hein? Disons, ouais. Ben, c'est là que j'ai nourri. Pour moi, là, tu sais, il y a accès à la scolarité, il y a accès, tu sais, il n'y a rien à penser. Il y a juste à s'occuper de sa personne, puis à cheminer, puis à faire ses études, puis il y a accès à un médecin, puis il y a accès à un psychiatre, puis il y a accès à des thérapeutes. Puis toi, Ce que moi, j'ai pas eu, là. Le passage en médecine était... Le passage en justice a été catastrophique. À l'époque, moi, quand ça arrive, en 88, c'est la même année qu'est fondé le CAVAC. Oui, c'est ça. Puis le CALAX va l'être, genre, un an plus tard. Tu sais, il n'y a rien, là. Il n'y a pas de service, là. Fait que moi, on me retourne chez nous, là, tu sais. Puis mon agresseur connaît mon adresse. Fait que moi, je reste enfermée puis j'ai peur, là. Puis je vais demander un suivi en CLSC. Puis je vais préciser pas loin de chez nous parce que j'ai peur de marcher dans la rue. J'ai peur de sortir de chez nous. J'ai peur qu'ils m'attendent cachés. Et je demande une femme, tu sais. Puis ça va prendre 1 mois avant qu'on me rappelle. Je vais avoir un rendez-vous, genre à 1h30 de métro-autobus de chez nous. Puis je vais arriver là, je suis dans la salle d'attente, puis c'est un gars qui cale mon nom, tu sais. Fait que je me lève puis je calisse mon camp. Fait que je redemande pas de soins. Je redemande pas de services. Je vais en redemander plus tard. Ben, good luck, si je vais avoir 10 rencontres avec une TS, tu sais, des affaires de même, là. Je veux pas dire que c'est rien, tu sais, ces gens-là font un travail, puis ça m'a permis de cheminer. Mais on s'entend que j'ai pas du tout le cadre qu'il me faudrait. Oui. Puis que lui a en détention. Que lui a, tu sais. Ben lui, il n'a pas été reconnu coupable, mais tu sais, oui, mon homologue. Oui, c'est ça. Ouais. Fait que là, moi, je raconte ça, tu sais. Ouais. Moi, j'ai 17 ans, là, ça arrive le 2 septembre. Fait que moi, je sors de l'école. Je suis pas capable de fonctionner, là. Fait que je vais manquer mes études. Je vais manquer mon secondaire 5. Ma mère habite avec un gars qui va lui donner le choix entre moi et lui parce que je suis trop dure à vivre, je suis trop déprimée. Fait qu'elle va crisser son chum dehors. On va vivre elle va vivre de la pauvreté, là. Elle me le fera pas sentir, mais ça va avoir énormément de conséquences. Déjà, là, après 1 mois, là. Lui était le frère de Michel, un gars qui était à la tête du collège Jean de Brébeuf, là, parmi les dirigeants. Et donc, on m'a promis une scolarité là, au cégep. Et donc, elle se sépare. En fait, quand ce gars-là, Michel, qui est à Jean de Brébeuf, apprend que je me suis fait violer, dit on veut pas de ces personnes-là, étant moi, dans le collège. Fait qu'on te revictimise. Oui, c'est ça. Fait que moi, ça va être ça mon parcours pendant beaucoup, beaucoup, beaucoup d'années, là. Jusqu'en 2017 à peu près. Fait que de 88 à 2017, moi, je mange la marde. Puis, je suis plus capable de travailler. À un moment donné, là, on est en procès, 88 à 91. On a voulu me faire payer l'ambulance que j'ai pas pris. Tu sais, je veux dire, regarde, j'ai un dossier de 2000 pages, OK? Sur ça. Fait que là, je raconte tout ça, tu sais, puis moi, je ressors avec des blessures osseuses, là. Tu sais, on m'a tapé l'occiput de la tête, il m'a pris ici par les cheveux, puis il m'a tapé en arrière, l'os, là, à plusieurs dizaines de reprises sur du bois, tu sais. Il va me lancer sur un coin de mur, mon sacrum va failer déplacer, mais je vais l'apprendre jusqu'en 2009. Alors, moi, je m'en vais à l'hôpital, pas de rayon X, j'ai rien. J'ai pas de traces de sperme, fait que j'ai rien, tu sais. Fait qu'on m'examine pas, fait que je suis pas pris en charge médicalement. Puis après, quand je vais retourner en hôpital, je vais me promener d'urgence en urgence. On va me dire que c'est dans ma tête, on va me dire que c'est de l'anxiété, que mes douleurs sont dues au stress. Qui sont psychosomatiques. Oui, c'est ça. Fait que, alors que j'ai eu la mâchoire déboîtée, on va dire ça de même. Fait que, tu sais, puis c'est pas réglé encore. Aujourd'hui, j'attends de voir un chirurgien maxillofacial parce que je suis au public, puis ça prend du temps. Fait que, tout ça pour dire que lui, il entend ça, puis il est complètement flabbergasté, tu sais. Moi, je vais me retrouver plus capable de travailler sur l'aide sociale. Puis là, je suis coupée parce que j'ai lâché ma job. Puis c'est pas prouvé que je suis en dépression. C'est complètement débile, là, tu sais. Je reçois 343 par mois, puis mon loyer me coûte 245. Ça, c'est une image que tout le monde peut comprendre, là, tu sais. Puis je vais à l'urgence pour avoir des soins parce que
je dissocie, puis je capote, puis j'ai des hallucinations. Là, après le process, ça a été pour moi pire que le viol. Là. Mhm. Fait que je nomme tout ça, tu sais, puis lui, il est comme tabarnak, c'est facile en dedans, tu sais. Mhm. C'est-à-dire que, bien évidemment, c'est pas facile en dedans. Bien évidemment qu'il y a ces défis, qu'il y a des défis, qu'il se passe bien des affaires rough, tu sais. Mais tu te demandes pas comment tu vas payer tes comptes, puis tu te demandes pas comment tu vas manger. C'est déjà une crise de bonne base. Mhm. Les besoins primaires sont... Ouais, sont répondus, puis tu as des soins. Ce que j'ai pas. Fait que ça, pour lui, là, ça, c'est la deuxième rencontre. Ça va être le clash le plus important pour lui. Et je suis très touchée parce que la deuxième rencontre, il me nomme qui prie pour moi depuis la première journée qu'on s'est rencontrés, tu sais. Tous les jours, il prie pour moi, puis je sais qu'encore aujourd'hui, c'est vrai. Pour que je guérisse, pour que j'aille mieux, pour que j'ai des soins, que je sois reconnue. Fait que de lui, il va se développer une immense empathie que je vais ressentir. Puis là, tu sais, même après une semaine, je sens sa transformation entre quand je l'ai rencontré la première fois puis la semaine d'après. Puis moi, je suis déjà transformée aussi. Parce qu'entre autres, il va y avoir cette personne de la communauté qui va être outrée, tu sais, qui va dire ça n'a pas de bon sens. Tu sais, c'est quoi ça, cette affaire-là? C'est quoi ce procès de marde-là que tu as vécu? Puis c'est quoi ses conséquences? Puis comment ça que tu n'es pas reconnu comme victime? Puis comment ça, tu n'as pas de soins? Puis comment ça, tu n'as pas d'aide? Tu sais, tu n'as pas de traitement payé. Ça vient valider. Fait que pour moi, ça vient en fait dire enfin, on m'entend. C'est même pas une validation. C'est que moi, toute ma vie, on m'a pas cru. Ben, à part les policiers. Les policiers qui sont venus me ramasser. Eux autres, ils m'ont vu, là. Tu sais, j'étais tout nu, puis j'avais des bleus, là. Fait que c'est un peu dur de pas le voir. Fait que c'est ça, tu sais. Fait que là, il y a enfin cette communauté qui voit, qui me reconnaît, qui m'entend, qui croit en histoire, puis qui dit c'est injuste, tu sais. Puis même lui, là, il est comme sacrément, tu sais, que c'est ça, là. C'est toi la victime, puis tu souffres beaucoup plus que moi, tu sais. Puis pourtant, ça fait des années qu'il est en dedans, puis tu sais. Fait que là, il va avoir vraiment une grande réparation pour moi, là, dans la deuxième rencontre. Puis là, je vais tomber malade. En tout cas, ça va être long, nous autres, avant qu'on ait notre troisième rencontre. Ça va prendre quasiment, je pense, c'est 1 an. Ah oui, OK. Ouais. Fait que on va se revoir, donc plusieurs mois plus tard. Puis le chemin qu'on a fait, là, l'un et l'autre, là, on n'est plus du tout les mêmes êtres humains. J'ai envie de dire que on a changé, puis en même temps, j'ai envie de dire que on est retourné à notre essence ou à soi, ou tu sais, cette partie qui reste intacte. Peu importe qu'on soit criminel, qu'on soit victime, peu importe le crime, il y a une partie en dedans de soi qui reste intacte, qui n'est pas touchée. Il y a une espèce de coin d'âme ou d'esprit ou qui reste, je veux pas dire vierge, là, c'est pas le bon mot, mais tu sais. Incorrompu? Ouais, genre, où on peut retourner, tu sais. Et c'est ça, en fait, je dirais, dans la troisième rencontre, qui est évident. Puis, ben après, moi, il va découler des belles affaires. C'est-à-dire que, entre-temps, moi, je suis rentrée en contact avec William en France, le skinhead repenti. Ouais. Puis, il va venir me rencontrer au Québec. Ça va être une rencontre très importante dans ma vie. Puis, mon homologue le voit maintenant comme son idole, tu sais. Puis il souhaite bien gros le rencontrer, puis je vais organiser une tournée, finalement. William va aller dans les maisons de réhabilitation puis dans les prisons pour aller parler aux gars, tu sais. Puis il va aller rencontrer mon homologue. Et je peux te dire que la salle est pleine à craquer. C'est étonnant de voir à quel point ces gars-là sont avides
de guérir, de réparer. Mm. Donc, je vais avoir cette rencontre-là, la 3e, puis dans l'après-midi, j'ai demandé aussi à faire une conférence avec un groupe de pédocriminels qui ont commis différents crimes là, en délinquance sexuelle. Mm. Allons-y large, là. C'est pas juste pédo, c'est délinquance sexuelle. Ils sont 12, puis ils sont sur une thérapie de je sais pas combien de semaines, puis c'est une des dernières séances de thérapie. C'est la rencontre avec une victime qui vient témoigner quand il en trouve. Puis je suis tellement heureuse d'être là. Mm. C'est dans la même journée. Ouais. Mm. Et donc, pendant mon partage avec eux, les gars vont demander d'arrêter parce que c'est trop dur ce qu'ils entendent. Mm. Toutes les conséquences que moi j'ai eues dans ma vie, tu sais. Ils sont démolis par ce qu'ils entendent. Puis ils ont besoin d'un break. Puis ça a été une autre crise de grosse réparation, tu sais. Mm. Parce que même ces gars-là, tu sais, qui ont ce cheminement-là, il y a une faille là, qui se crée ou qui est là, tu sais. Puis moi, je la rouvre, puis il y a de l'espace, puis il y a de la lumière qui passe, tu sais. Puis là, on reprend, puis en fait, ça va être très, très fort, là, ce qui va se passer après aussi dans la deuxième rencontre. Puis après, là, tous les témoignages puis les échanges que je vais avoir. Puis encore une fois, après ça, c'est terminé. On ne se revoit plus. Puis... Mais donc, moi, ça m'amène dans un espace. Tu sais, moi, j'ai jamais été très... j'ai peu de filtres ou de tabous. Moi, j'en jase très allègrement, là, tu sais, de mon viol, des conséquences et tout ça, là. Mais ça va me confirmer que je suis dans la bonne voie, que je suis OK d'être là-dedans. Tu sais. C'est pas tout le monde qui peut le porter, puis je comprends. Mais ma voix, c'est OK qu'elle soit entendue. Puis même si c'est rough ce que je dis, c'est important que je le nomme. Tu sais. Puis bon, après, il va y avoir, en même temps, à peu près, il va y avoir toute la libération de la parole, MeToo, etc. Là, tu sais. Mm. Mais sinon, tu sais, moi, je me souviens d'avoir été longtemps là, la seule dans mon entourage à être capable d'en parler puis d'échanger avec le monde là-dessus puis de pas avoir de sentiment de besoin de faire attention à l'autre. Tu sais. Ouais, c'est ça. Je vais me censurer quand l'autre me demande d'arrêter, mais sinon... Et donc... il y a ma vie avant puis ma vie après. Il y a cette charge de rage et de haine qui tombe. C'est pas du tout quoi je m'attendais. Je m'attendais pas à ce que ça me transforme autant. Mm. Je veux pas dire que j'ai plus de colère, c'est pas ça du tout. Mm. Je suis encore capable d'aller là bien facilement. Mais j'ai plus envie de tuer, mettons, 50 fois par jour, tu sais. Mm. Une fois par semaine, mettons. Mm. C'est déjà énorme pour moi. Mm-hmm. J'ai plus à retenir là, cette espèce de bête féroce, tu sais, qui a envie d'aller au combat, qui a envie de justice. Oui, j'ai envie de justice, ça reste, puis je fais mes combats autrement, puis je change la société dans laquelle je vis. Mais c'est plus avec cette hargne ou cette... Tu sais, puis c'était autodestructeur, là, tu sais. Moi, je me faisais de la bile toute seule, là, tu sais. Fait que... Ouais. Fait que ça va me transformer au-delà de ce que... En fait, j'attendais rien, tu sais. Ça m'a transformée. Puis je sais que ça l'a transformée, tu sais. Mm. Son impact aussi après, là, lui. Puis, tu sais, je me dis, imagine lui, tu sais, juste sa transformation à lui, dans son rapport avec les autres détenus. Ça témoigne. Ouais. Puis ce groupe-là, tu sais, que je rencontre, qui, eux, partent avec une flamme, puis une responsabilisation, tu sais, de dire... OK, il y a juste moi qui peux me transformer, puis c'est ma responsabilité de me transformer, puis ce discours qui va changer pour eux. Puis moi, le discours que je porte, tu sais, c'est pas vrai que parce qu'on a été victime d'un crime sexuel, on reste victime à vie, là. Mm-hmm.
ou même qu'on l'est point, là, tu sais. Parce que moi, je me suis jamais identifiée comme ça. Fait que c'est un discours qu'on entend peu, puis c'est un discours pour eux qui est très peu accessible. D'ailleurs, je sais pas, moi, je ferais, tu sais, moi, je ferais un livre de mon témoignage, de mon cheminement. Je pense que ça va être assez facile de trouver un éditeur, là. Tu sais, lui, il décide de faire un livre de son témoignage, de son cheminement. Good luck. Qui va signer ça? Qui veut entendre un gars qui a commis ces crimes-là, qui est repenti, qui va bien aujourd'hui? Peu de gens. Ça, je peux te le dire. Puis même moi, quand j'en parle, le fait que j'ai développé un lien avec ce gars-là, que je l'ai pris dans mes bras, souvent, il y a une réaction très négative face à moi. Et où, elle, tabarnak, c'est un illuminé, c'est quoi l'affaire, là, tu sais? Ouais. Comment ça qu'elle a de l'empathie ou qu'elle ressent une compassion pour lui? Ou... C'est beaucoup, je vais recevoir ça, moi. Ah ouais. Ah ouais. De la part de d'autres victimes ou de la part de... Des victimes, mais du monde, les citoyens, général, le monde normal, ouais. Ma famille. Ah ouais. Ben, pas ma famille proche, là, parce que, disons qu'on a tout un cheminement dans ma famille, mais ton famille éloignée, là, ils comprendront pas, là, tu sais, ou ils vont avoir de la misère à comprendre, puis... Puis j'ai envie de dire aussi... Ah! Tabarnak, j'ai fait le saut. Beaucoup d'émotions. OK, je suis là, vas-y. J'ai envie de dire aussi que, tu sais, c'est ce que tu as pu faire après aussi de parler à plusieurs personnes en délinquance sexuelle, ça, c'était à même le pénitencier dans lequel tu étais. C'était un pénitencier ou un établissement une prison? Dans ma casa. OK. Je sais pas c'est quoi, mais... C'est un pen? Ouais. C'est ça, j'ai envie de dire que ces gens-là, oui, il y en a que c'est des multirécidivistes, là, par exemple, qui commettent des agressions, mais il y en a que c'est une fois, puis tu te rends compte que ta pulsion d'une soirée, elle a gâché complètement la vie d'une personne. Exact. C'est de voir ça. Puis je pense que ces personnes, comme tu disais, même s'ils sont récidivistes, ça rentre au poste, là. Ouais. Puis c'est pas vrai qu'ils sont imperturbables. Ouais. C'est ça. Puis comme tu dis, je pense qu'on a tous eu une essence, puis c'est de revenir à ça. OK, ben moi, ce que j'ai fait, là, a causé ça, puis ça a causé la même chose à la victime auquel j'ai fait ça. Écoutez, ça fait longtemps, mais j'ai envie de faire quelque chose. Jules, en tout cas, on s'en reparlera, mais je pense qu'on préfère en 2 parties parce que j'ai envie de continuer si vous êtes prête. Ben moi, je suis correcte. Hein? On ferait comme... en tout cas, on verra. Merci beaucoup pour ton témoignage. C'est vraiment touchant. Je pense que le mot, c'est un bon terme, justice réparatrice. Ça a l'air très réparateur. Ah, complètement. La justice a été hyper injuste, là. Oui, la justice conventionnelle. Oui, il y a eu énormément d'erreurs judiciaires dans mon procès, là. Puis beaucoup de passe-droit, parce qu'il y avait beaucoup d'argent. Fait que, pour moi, il n'y en a pas eu de justice. C'est la seule justice que j'ai vécue, c'est celle-là. Puis hier, je lisais les articles que tu nous as envoyés la semaine passée, puis il y a quelque chose que tu as dit. La justice n'est pas un système, c'est une rencontre. Ça, c'est David Goudreau qui a dit ça. C'est lui qui a dit ça, OK. Moi, j'ai trouvé ça vraiment... J'ai trouvé ça beau. Parce que c'est souvent... le système de justice est souvent injuste. Tant pour les victimes, puis même... souvent, des fois, pour les personnes aussi. Oui, puis David, tu sais, il a été longtemps, là... il va encore, mais tu sais, il a fait beaucoup d'ateliers d'écriture, de poésie en prison, là, tu sais. Fait qu'il connaît bien aussi la réalité des gars, là, tu sais. Puis il connaît bien la réalité du système parce qu'il est travailleur social à la base. Puis il a travaillé, entre autres, au CAVAC, tu sais. Il était agent d'urgence. En tout cas, je ne sais plus c'est quoi le terme, là, mais, tu sais, 24/24, au CAVAC, il y a quelqu'un qui est dépêché sur les lieux, mettons, du poste de police ou tout ça, quand tu as une victime d'actes criminels. Fait que, j'ai trouvé ça vraiment intéressant qu'ils nomment ça comme ça. Parce qu'effectivement... C'est là qu'il y a un certain sentiment de justice. C'est après une rencontre comme ça. Pour moi, oui. C'est ça. Et puis j'imagine pour lui, de la manière que t'en parles, ça avait l'air réparateur pour lui aussi. Pour mon homologue, là. Oui, pas pour mais vraiment. Pour la... Vraiment. Oui, j'ai l'impression que... Il y avait l'impression... de pouvoir réparer, de racheter ses fautes.
pas les racheter. Ça n'existe pas, racheter ses fautes, mais il y avait l'impression, en tout cas, d'avoir un impact positif. Ben, c'est ça. Puis ça, je vois pas comment on peut guérir dans la vie si on sent pas ça. Fait que ces gars-là n'ont pas accès au discours des gars qui ont guéri. Hein? Parce que pas personne qui veut donner la parole aux méchants qui sont devenus gentils, là. Tu vas te ramasser avec un tollé de marde sur Internet, puis ouais donc, là. Mais ils ont besoin de l'entendre, tu sais. Fait que là, ben, effectivement, avec ça, ils ont un sentiment de réparation, eux autres aussi, là. Parce que c'est peu accessible. Oui. Puis l'impact, comme tu disais, qu'ils ont eux-mêmes sur les autres après. Exact. De par... Oui. La transmission qu'ils donnent après, tu sais. Oui. Fait que c'est pas juste pour vous deux, c'est pour beaucoup de monde. Ouais. Moi, quand j'y vais, en fait, je suis pas consciente de ça, là. Ouais. Moi, quand j'y vais pour moi, là, comme je te disais tantôt, là, tu sais. Puis après, en fait, moi, ça va m'amener aussi à faire des partages. Tu sais, moi, j'étais déjà là, dans AA, là. Puis là, on va me demander pour partager, mais c'est ça que je partage le plus. Fait que quand je me retrouve dans des endroits de centre-ville où il y a à peu près 4-5 maisons de transition autour, là, puis que dans la salle, il y a 120 personnes, puis il y a 75 qui sont en maison de transition, là, la soirée, là, elle est chargée, puis elle a un impact, puis ils sont 40 à m'attendre là, pour me parler, tu sais. Ils veulent tous faire ça. Ils veulent tous faire un cheminement. Ça, c'est impressionnant, tu sais. Les gens qui m'accompagnent, là, comme mon conjoint, tu sais, qui vient partout avec moi, là, tu sais. C'est impressionnant de voir que ces gars-là, en fait, sont tous en ligne, puis ils pleurent, puis ils sont touchés, puis il y en a qui me donnent de l'argent, tu sais. Ah ouais? Parce qu'ils disent, ben oui, parce que ça a été long, moi, avant que je sois indemnisée, tu sais. Comme s'ils payent une offrande. Ben, non, c'est comme si, tu sais, parce que je le nomme, moi, tu sais, que je suis pauvre, puis etc., là, tu sais, fait que c'est pas, ils veulent pas rien racheter, ils veulent juste comme, ils savent pas comment aider, puis moi, je le vois pas comme une maladresse, là, je le reçois vraiment comme une offrande, là, comme mais c'est ça, tu sais, puis il y a pas juste les criminels qui vont venir me voir, là, il y a le citoyen normal aussi, tu sais, mais... Donc, c'est touchant aussi de voir à quel point, finalement, tu sais, je reviens avec le mot, ils sont avides ils ont faim, tu sais, de ce discours, de ce cheminement, de guérison, où ils cherchent une voie, tu sais. Qu'avec tout ça, avec tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as témoigné, j'imagine que la réhabilitation sociale prend un autre sens pour toi. Tu es capable de voir que... Puis c'est horrible que la personne qui a commis l'agression envers toi, le viol, a été acquittée puis s'en est sortie les mains blanches. Mais de voir qu'il y a des personnes qui ont été jugées coupables puis qui se réhabilitent, c'est comment pour toi? Enfin, câlisse, tu sais. Ouais. Mais tu y crois, tu le vois que c'est possible. Avant ça, je sais pas. Non, maintenant, de voir que, tu sais, après ce cheminement-là, ils sont capables de sortir puis de recommencer. En fait, je le savais. Tu sais, théoriquement, je le savais. Ouais. Est-ce que j'y croyais? Non. Après, oui. Parce que je l'ai vu, lui, se transformer. Oui. Puis l'autre personne, William, que tu nommes aussi. Oui, puis William, tu sais, quand il est venu au Québec, on a passé beaucoup de temps ensemble, tu sais. Hey, il y a un hostie de passé, là, puis c'est extraordinaire ce qu'il fait aujourd'hui, là. Puis moi, tu sais, quand je me promène, puis que je partage, puis que j'ai cette réception-là, puis on a fait on s'est suivis, tu sais. Moi, j'ai suivi William dans ses partages aussi, dans ses conférences. Puis je voyais les gars se lever après, puis venir le voir. Écoute, il y a une... enfin, ils se reconnaissent dans quelqu'un, tu sais. Et c'est ça que ça prend pour guérir. Si tu te reconnais pas dans un parcours en avant de toi, comment tu fais pour savoir que le chemin existe, tu sais? Je me souviens, moi, j'ai cherché beaucoup de voies de guérison, là, tu sais, entre autres, beaucoup avec les pratiques autochtones, les sweat lodges, les cercles de parole, etc. Puis je me souviens que dans un cercle de parole, là, c'est avant la justice réparatrice, où je suis effondrée, là, tu sais. Puis je suis tabarnak, tu sais. C'est quoi ça, ce parcours de vie-là? Je les ai toutes vécues, moi, les crimes à peu près, tu sais. Je les ai toutes reçus, tu sais. Je les ai toutes subis. Pourquoi c'est si lourd?
Qu'est-ce que je vais foutre avec ça, tu sais? Bien sûr, j'ai été suicidaire, tu sais, une grande partie de ma vie. J'ai porté des grandes idées homicidaires et suicidaires. Puis c'est ma prémo qui mène l'atelier, qui est une enseignante en sexualité sacrée, entre autres. Puis elle va me dire, ta job, c'est de marcher le chemin. Avance, tu sais, le chemin va apparaître sous tes pas. Pourquoi tu as vécu ça? Mais le sens que tu peux y donner, c'est tu peux pas montrer un chemin que tu n'as pas marché. Fait que marche. Puis montre-le. C'est ça ta responsabilité, tu sais. Si t'en veux une. Puis c'est ce que je transmets aussi quand je rencontre les gars, tu sais. Marche ton chemin, puis montre-le. À partir d'aujourd'hui, tu es conscient, puis tu portes cette responsabilité-là. Comme moi, je la porte. On est deux pans d'une même médaille, tu sais. Puis à part nous, qui peut faire changer le système? Les magistrats, les politiciens, bien sûr. Mais je te dirais que à la base, tu sais, si la base change, le haut suit, là. On peut le changer par en haut, le système, on peut le changer par en bas, tu sais. Ouais. Donc oui, je crois à réhabilitation. Est-ce que ce qui est en place est suffisant? Je sais pas. Je pense pas. Je pense qu'il y a des formes de thérapie offertes qui, oui, un peu, ou de cheminement, comme là, CSJR. Je pense qu'il y a des formes alternatives qui sont proposées, qui atteignent des bons... des bons objectifs, mais c'est ça. Je pense qu'il faut aussi regarder les autres alternatives, tu sais. Ouais. Ben oui, c'est ça. Puis, de réhabilitation. Je voulais m'en aller là aussi, puis avoir un peu ton input ou ton opinion là-dedans, Manon, puis votre rôle aussi. Je sais pas si au CSJR, vous regardez ça aussi, mais c'est quoi le rôle aussi de la justice réparatrice dans des délits mineurs, qu'on peut nommer mineurs, tu sais, dans le sens... plutôt que d'envoyer une personne en prison pour une omission de se conformer ou un petit vol de dépanneur. En tout cas, tu sais, tous les crimes ont leurs impacts. Ouais, c'est ça. Je veux pas minimiser rien, mais il y a quand même des crimes mineurs là, versus un vol de tablette de chocolat versus un viol. C'est pas la même chose. Les conséquences sont différentes. Tout à fait. Donc, c'est quoi la place de la justice réparatrice dans ce contexte-là? Nous, au CSJR, c'est pas vraiment dans ce contexte qu'on fait de la justice réparatrice. Ça appartient à d'autres organismes, donc il faudrait aussi questionner les autres organismes, parce que nous, en fait, les personnes auteurs avec lesquelles on fait ces rencontres-là, c'est des personnes qui ont été jugées. Donc, nous... Ils sont passés par le système judiciaire. Exactement. Ils sont passés par le système judiciaire, ils ont été jugés, soit ils sont en train de purger leur peine, soit ils ont terminé leur peine. Donc, nous, c'est pas... Nous, les rencontres de justice réparatrice qu'on organise, c'est pas une alternative à leur peine. Donc, juste remettre en contexte le CSJR. Donc, nous, on fait vraiment... La justice réparatrice, dans ce cas-là, c'est complémentaire, en fait, à une peine de justice pour l'auteur. Voilà. Après, pour les personnes victimes, les personnes, elles ont pas... c'est pas forcé qu'elles ont porté plainte. Donc, il y a des personnes qui viennent nous voir et qui sont pas passées par le processus judiciaire, là, à qui elle est passée par le processus judiciaire, mais il y en a qui ont pas porté plainte. Donc, voilà, c'est juste pour remettre en contexte. Donc après, pour ce qui est de la justice réparatrice, de manière plus large, donc des autres programmes, il existe par exemple des programmes de mesures de rechange pour les crimes mineurs. Donc là, c'est vraiment dans le système judiciaire, en fait, où on choisit, par exemple, pour déjudiciariser un adolescent, parce qu'on veut pas on veut essayer de faire
autant que faire se peut que le jeune, il aille pas en prison, par exemple, s'il a fait un délit mineur, par exemple. Donc, il y a des programmes de mesures de rechange qui existent. Donc là, il y a différents types de programmes. Donc là, moi, je pourrais pas détailler parce que c'est vraiment des partenaires qui font ça. Mais évidemment qu'il y a des programmes qui sont disponibles pour les adolescents qui ont commis des crimes et puis aussi pour des crimes mineurs, pour des adultes qui ont commis des crimes mineurs. Donc, aussi, si on voit de manière un peu plus large, de manière historique, c'est vrai qu'on avance quand même parce que maintenant, en effet, il y a des programmes de mesures de rechange qui existent, qui sont reconnus dans le système pénal. Donc, c'est sûr qu'on avance si on voit ça de cette manière-là. Ben oui, puis tu sais, là, on jase, là. C'est pas, je comprends que ça sort de l'expertise de l'organisme pour lequel tu travailles, mais tu sais, ça a été prouvé à maintes reprises là, que des fois, la justice coercitive, le système coercitif n'a pas le même impact que justement la réparation, d'essayer de réparer d'une quelconque façon. Il peut être complémentaire, là, comme on parle dans ce cas-là, c'est très complémentaire. Oui. Mais dans le cas des délits mineurs, des fois, c'est souvent, en fait, c'est souvent pire pour une personne. Par exemple, tu sais, je sais que bon, dans un idéal, des peines, des très courtes peines, ça serait bien qu'elles soient abolies parce que souvent, elles causent plus de dommages. Une personne qui est incarcérée pour 2 mois, elle perd son loyer, ben, elle se retrouve à la rue quand elle sort, ben, tout de suite, elle va récidiver, souvent, par exemple, à faire un vol parce qu'elle a besoin de subvenir à ses besoins, tu sais. Fait que c'est quoi aussi notre rôle tantôt on parlait de système, faut qu'on le change, faut de société, tu sais, comment en fait, il y a des grosses questions à se poser, clairement, là, tu sais. Comment ça se fait qu'il y a autant de récidivistes, c'est-à-dire, les récidivistes, à un moment donné, là, on l'a essayé, la tôle, je veux pas dire qu'il faut qu'ils sortent. Non. Non. Je suis pour le durcissement des peines, d'ailleurs, tu sais, je veux dire, c'est pas parce que je fais de la justice réparatrice que c'est ça. Ça prend un cadre solide, là, je veux dire, quand la personne a commis des crimes importants, puis dont les crimes sexuels, là, je veux dire, c'est du grand crise de n'importe quoi, les peines, là, tu sais. Oui. C'est ça. Fait qu'il y a un cadre à repenser, déjà, pour durcir les peines, mais en dedans, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi qu'on offre? Comment qu'on les accompagne pour la sortie? C'est ça. Pour pas qu'ils se retrouvent... Exact. Pour pas qu'ils se retrouvent encore en situation de récidiver. Oui. Ben, c'est ça. Puis, je veux vraiment bien faire la distinction aussi entre les délits qui est justement que tu dis comment ça que la personne a eu si peu ou rien pour avoir fait tout ça. Je veux vraiment distinguer. Oui, c'est clair. Je vous parle aussi de par mon expérience professionnelle. Là, moi, ça. Je suis des personnes qui sont en probation, puis je le vois. En fait, dans les délits mineurs, il y a tous les travaux compensatoires, etc., communautaires qui rentrent là-dedans, dans cet espace-là. Puis effectivement, là, je trouve que, on va dire, la justice alternative est intéressante là, pour ces gens-là, tu sais. Parce que j'ai l'impression que quand ils ne sont pas en contact avec les victimes de leurs actes ou apparentés, ils ne peuvent pas comprendre l'impact de leurs gestes. Il y a une grande inconséquence, surtout quand on est jeune. Là, le cerveau préfrontal n'est pas fini de former tout ça, quand tu es ado. T'sais. Fait que il doit se passer une espèce de transmission de savoir expérientiel entre deux, là, entre... Oui, puis de redonner à la communauté, de payer plutôt. Oui, c'est ça. Fait que, alternatif et complémentaire aussi. Oui, tout à fait. Un n'enlève pas l'autre. C'est ça. Jamais. Puis moi, pour les petits, je pourrais pas me prononcer pour les crimes mineurs, etc. C'est moi mon... Ton domaine d'expertise. Il faudrait, c'est ça que je réfléchisse à ça. Là, je peux pas me... Ouais. Mais c'est sûr que, par contre, pour les longues peines, j'ai déjà entendu de dire que la prison, elle a pu aider aussi à cheminer. Tout à fait. Donc, par les programmes qui peuvent être offerts, c'est ça, parce que tu peux pas juste mettre une personne en cellule pendant 20 ans, lui dire « sors pas », puis essaye d'apprendre quelque chose. Non, c'est sûr que là, la première intervention, c'est d'empêcher la personne d'agir. Ouais, mais déjà qu'elle arrête de commettre des crimes parce qu'elle est en dedans, ça doit aider. Parce que son bagage, il arrête de grossir. Ouais. T'sais, un peu comme un toxicomane, la première chose qu'il faut, bien sûr. Faut la détox. Oui, tu sais. Ouais. Tu peux pas cheminer si t'es bien gelé. Fait que là,
cheminer en continuant de faire des victimes sur ta route, ça marche pas non plus, tu sais. Fait que déjà, juste, je pense, d'être en prison, il y a un effet cadrant. Un arrêt d'agir. Il y a un arrêt d'agir, puis il y a un effet cadrant, tu sais. Tu te lèves le matin, tu sais, il y a comme un... C'est ça. Mais après, oui, bien sûr, après, ça prend un accès à des programmes qui vont répondre aussi aux sentiments, au désir de cheminement des gars, tu sais. Ça, ouais, je suis de cette école de pensée que c'est super important. Puis tu sais, c'est ça, moi, encore une fois, je me fie à mon bagage. Moi, je travaille avec des hommes qui ont été soumis à une peine provinciale. On le sait que dans nos prisons provinciales, il n'y a pas de service, ou peu, très peu, malheureusement. Puis c'est ça qui manque. Tu sais, c'est super important clairement. Que les gars, les femmes aussi, soient capables de non seulement, tu sais, t'as un temps d'arrêt, un arrêt d'agir pour réfléchir, mais t'as besoin d'accompagnement, t'as besoin de programmes, tu as besoin de thérapie, nommez-le. Bien sûr. Pour pouvoir vraiment faire un cheminement. Puis des fois, c'est des gens qui ont eu accès à rien de tout ça dans leur vie. Rien focal non parce plus. Parce qu'il y a des gens aussi qui viennent d'une précarité tellement immense. Ça, exact. Il y en a que c'est... Ouais. Fait que... Mais en tout cas, fait que tout ça pour dire que la justice, le CSJR a vraiment un impact que je vois dans la société au Québec. Est-ce que vous desservez toutes les prisons pénitentiaires du Québec? Est-ce que vous êtes principalement basé dans la région Montréal et les alentours? Mais là, c'est difficile pour moi de répondre à cette question-là. Là. Je pense que mes collègues pourraient répondre mieux que moi à ça. Dans les faits, puis avec la pandémie, comme les choses aussi ont évolué, puis il y a un moment donné, les prisons, les pénitenciers n'étaient pas ouverts. Fait que là, en tout cas, est-ce qu'on dessert tous? Moi, de ce que je sais, oui. Donc, ils desservent à travers le Québec. Et en fait, ce qui est important, c'est de trouver ton vis-à-vis. Tu sais? Fait que s'il y a des gars qui viennent de... Ben, moi, je dis des gars parce que, tu sais, moi, j'ai été victime d'un crime sexuel. Là. Fait qu'à 94-96%, c'est des délits faits par les hommes. Là. Fait que là, bon, je vais simplifier. Là. Moi, je suis pas politiquement correcte puis c'est pas ma job. Mais donc... oui, c'est ça, partout à travers le Québec, mais tu sais, je ne sais pas si, exemple, tu sais, ça va-tu jusqu'à aller aux prisons maximales comme Donnacona, ça, je ne sais pas. Ouais, moi, je pourrais pas. Là, j'ai pas cette information-là sur déjà toute la région, parce qu'aussi, il y a une notion, évidemment, de logistique. Là, fait que, tu sais, les animateurs, tu sais, il faut qu'on aille là-bas. Fait que, tu sais, il y a tout un aspect là auquel c'est sûr qu'après, dans les faits, dans le pragmatisme... Mais dans les faits, oui, je pense que oui, c'est ouvert. Tu sais, je dis, c'est pas parce que quelqu'un appelle de la Gaspésie qu'on va dire non, là, tu sais, que vous allez dire non, là. Non, c'est juste qu'après, dans les faits, pour l'organisation, ben, ça demande une certaine organisation. Fait que, tu sais, là, je pourrais pas... il faut... Dans ce cas-là, il faut nous appeler et on voit, dans le fond. C'est là qu'on peut avoir la réponse. Puis d'ailleurs, dans l'épisode, la description de l'épisode du balado, là, on va tout donner les informations du service, puis... c'est ça. Ben, en tout cas, je veux vraiment vous remercier. Je pense qu'on va... Est-ce que vous aviez d'autres choses à rajouter, des questions? Ben, juste dire, on va mettre des liens, là, tu sais, entre autres... moi, j'ai écrit un témoignage là, qui est sur le site. Puis bon, ben, j'ai mené des combats aussi par moi-même. Puis on mettra le lien là, tu sais, des articles dans Le Devoir, ce genre de choses. Parfait. Ça pourrait être intéressant. Tu sais, si les gens veulent en connaître plus. Oui, c'est ça. Ben, je vous remercie vraiment beaucoup de m'avoir parlé. Toi, t'avais d'autres questions, non? Non, je pense qu'on a vraiment fait le tour quand même. Mais tu sais, en fait, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, mais de manière concise, je pense qu'on a quand même fait le tour. Puis je veux vraiment vous remercier de t'être ouverte. De t'être ouverte, oui. Je pense que c'est ça. J'aurais tendance à l'accorder. Oui, à l'accorder, c'est bon, accordons-le. De t'être ouverte à nous parler de ce que tu as vécu. Hey, on a expliqué que c'était gratuit, genre, vos services? Non, peut-être pas, en effet. C'est un point extrêmement important. Bon point, En effet, c'est des services gratuits auxquels, comme je disais, tout le monde peut avoir accès. Et on va voir ensemble. Oui, tu n'as pas besoin d'avoir été reconnu victime. Tu sais, mettons, il y en a qui vont me dire « Ah oui, mais là, qui t'a donné accès à ça? » Oui, personne. Ben, personne. Moi, eux autres. Tu sais, j'ai pas besoin d'être reconnu comme victime. J'ai pas besoin d'un rapport de police. J'ai pas besoin d'être reconnu par l'IVAC. On te y a croit rien de ça. Et on y va. C'est ça, tu sais. Puis il n'y a pas de... Non, il n'y a pas... Malheureusement, c'est un organisme qui est sous
sous-subventionnée, là, de ce que je comprends. Ben, c'est sûr Je suis pas dans l'équipe. On À est un organisme à but non communautaire à but non lucratif et donc l'enjeu, c'est toujours la Donc, tu sais, il n'y a pas de frais de déplacement repayés, là, ce genre de choses. C'est à nos propres frais qu'on va faire la démarche. Puis on peut voir, tu sais, tout l'impact, en effet, tu sais, on nommait impact, Aki disait tout l'impact que ça a eu dans sa vie. Puis, en effet, ça a des impacts aussi. C'est comme une toile d'araignée. Ma collègue, elle utilise beaucoup ce terme-là. On est dans une société, on a toute une toile d'araignée. Donc, si nous, déjà, on va mieux, on a fait ce processus-là, mais nos enfants, notre famille, les voisins, pour les auteurs, ça va être, ben voilà, on l'a dit déjà, mais... Donc, il y a tout un impact dans la communauté qui est en effet difficile aussi à évaluer, mais qui est énorme. Oui, les répercussions, Voilà, et c'est sûr que c'est ça, c'est un travail de société, sociétale. Ouais. Puis, en effet, c'est sûr que on aimerait ça être encore plus soutenu. Puis, donc, d'une part, c'est gratuit. Les membres de la communauté, ils sont bénévoles, donc ils viennent de leur temps. Donc, c'est-à-dire que la personne, elle y croit, elle veut avancer elle-même. Puis elle vient pour écouter, pour participer à cette démarche-là de son bon vouloir, donc bénévolement. Puis les animateurs facilitateurs aussi, ce sont des bénévoles. Ah ouais, OK. Donc c'est pour nous, l'aspect communautaire est extrêmement important parce que ça veut dire qu'on y croit. On croit à cette démarche-là. Donc ça, c'était aussi important à dire. Ouais. Mais oui, je pense que ça, en tout cas, moi, ça m'intéresse, là, juste l'aspect d'être la personne, la communauté, le tiers, etc. Fait que j'espère que les gens qui vont écouter, tu sais, ça peut, je sais pas si vous en avez besoin ou peu importe, là, mais je pense... Oui. Tu sais, moi, je me souviens quand je suis sortie de là, en fait, on est assez d'accord avec mes thérapeutes que c'était un tournant qu'il fallait absolument qu'il arrive dans ma vie, tu sais. J'aurais pas pu continuer ma relation amoureuse, tu sais. Il y avait vraiment des choses qu'il fallait qu'ils s'apaisent en moi, là, tu sais. Puis je me souviens, quand je sors de là, tu sais, une des premières personnes que j'appelle, c'est ma mère, pour y raconter. Puis elle a vécu le procès avec moi, là, tu sais. Elle est là pendant 3 ans, puis même les journées où je suis pas capable d'y aller, elle est là, là. Puis quand je sors de là, tu sais, c'est la première que j'appelle, puis je me souviens que il y a quelque chose qui débloque en elle aussi, là, tu sais, qui la guérit, elle aussi, tu sais. Qui la répare, elle aussi. Wow. Ouais. C'est puissant. Ouais. Pour les autres autour. Ouais. Wow. Ben merci beaucoup, les deux, vraiment, là. C'est très belle... en tout cas, je suis vraiment... On dirait que j'ai pas de mots, là. J'y crois, puis je trouve ça magnifique, le travail que vous faites à l'organisme, puis le travail que tu as fait dans ta vie, puis que tu peux... tu as un impact. Merci. Sur les autres. Ouais. Merci. Hey, merci, c'était le fun. Je suis vraiment contente que vous ayez pensé à ce sujet-là. Puis j'ai envie de dire merci infiniment de nous entendre aujourd'hui, tu sais. Avec, tu sais, moi, de m'entendre, moi, avec ce que je porte, puis d'entendre l'organisme à travers Manon, puis d'entendre les gars à travers nous, puis tu sais, ça, merci. Super. It's a wrap. Le balado-diffusion Les Voix de la réhabilitation est produit par l'Association des services de réhabilitation sociale du Québec. Les épisodes sont co-réalisés par Jules Grégoire Moisan et Mélina Plourde et sont animés par moi-même, Mélina. Finalement, l'enregistrement des épisodes s'est fait au studio chez Denise à Montréal. Si tu as aimé l'épisode d'aujourd'hui, merci de le partager sur tes réseaux sociaux et de laisser un avis de 5 étoiles sur ta plateforme d'écoute préférée. Finalement, tu pourras trouver plus d'informations sur la SRSQ et sur nos invités dans la description de l'épisode. D'ici là, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode.